Élection à la CTM avec Christine Cupit et Bertrand Caruge. Bonsoir et bienvenue dans votre émission politique Cap sur les territoriales. Je suis en compagnie de Bertrand Caruge. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Christine, bonsoir à tous. Nous sommes avec 7 représentants de liste pour 1h15 d'émission. Cette semaine, notre débat porte sur le développement économique. Mais avant Bertrand, découvrons à présent qui sont nos invités. Oui, alors nous avons d'abord avec nous ce soir Jean-François Bonnol, bonsoir, et vous représentez la liste Ensemble pour Pays Nous, menée par Jean-Philippe Nilor. Bonsoir, merci de nous accueillir, bonsoir à la Martinique. Emmanuel de Rénal, bonsoir. Vous représentez la liste Renaissance Martinique conduite par Max Orville. Bonsoir. Daniel Citer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes représentant de la liste Matinique d'Ubbout, conduite par Philippe Petit. Exact. Philippe Job, bonsoir. Bonsoir. Tête de liste de la liste Déclic. Ouais, avec nous aussi Ralph Monplaisir, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Cupid, bonsoir Monsieur Caruge, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous écoutent et bonsoir à celles et ceux qui sont assis ici. Voilà, et vous êtes en tête de la liste Tous pour la Martinique. Et avec nous aussi Guy Ferdinand qui représente la liste La Martinique Avance. Bonsoir Guy Ferdinand. N'oubliez pas que c'est celle pour laquelle il faut voter. Bonsoir les auditeurs. Et enfin, avec nous aussi Gabriel Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Voilà, tête de la liste Combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Alors, comme je vous le disais, le développement économique est le thème de notre débat. Nous nous intéresserons à 3 secteurs, le tourisme, l'agriculture et la pêche. Nous commencerons par le tourisme. En Martinique, quelques chiffres d'abord. L'industrie touristique représente près de 10% de l'emploi dans le secteur marchand et un peu plus de 5% du PIB. C'est un secteur en pleine mutation avec l'émergence notamment de l'agritourisme. Nous y reviendrons dans un instant. Mais on constate aussi une évolution dans le type d'hébergement. Selon l'Observatoire régional du tourisme, un visiteur sur 3 choisit de séjourner dans un gîte ou un meublé. En revanche, la fréquentation dans les hôtels est en baisse constante. Chez nous, on dénombre à peu près 3000 gîtes, mais seulement 1 sur 10 est labellisé. Et ce sont dans la plupart des cas de petits propriétaires avec de faibles moyens. Écoutons à ce sujet Yves Mauvois. Il est président des Gîtes Relais de France. Pour que les gîtes et à travers les gîtes, l'attractivité touristique du territoire soit garantie, il est indispensable que la puissance publique puisse aider même ces petits-là. Un propriétaire avec toute sa bonne volonté à qui on dit il faut que vous créiez une société commerciale pour gérer le gîte unique que vous avez et pour pouvoir percevoir les aides de la collectivité, il laisse tomber. Et puis ensuite, il y a une aide et une assistance à porter aux petits porteurs de projets pour le montage des dossiers. Ça risque d'être difficile et ça risque de les démotiver. Alors, pensez-vous qu'il faille donner un coup de pouce à ces petits propriétaires de gîtes pour monter enfin en gamme? On va commencer avec vous, Jean-François Bonnol, vous représentez la liste Ensemble pour Pays Nous. Mais c'est incontestable. L'orientation donnée par le monde économique, par les citoyens, par les visiteurs, correspond exactement à la dynamique portée par Ensemble pour Pays Nous. Un tourisme qui soit plus intégré, un tourisme qui s'adapte à la réalité du territoire, où chaque Martiniquais puisse vivre de cette activité-là. Sortir du cadre, il ne faut pas faire une séquentielle, mais sortir du cadre d'un tourisme, de grand hôtel, pour passer à un tourisme populaire, un tourisme rural, où les Martiniquais vivent réellement, tirent profit de ce tourisme. Le principe est très simple. Chaque fois qu'un touriste laissera 50 € dans une famille martiniquaise parce qu'il y a mangé, parce qu'il y a séjourné, c'est toujours un apport de plus. Évidemment, il faut accompagner cette démarche-là. Et dans notre logique, c'est qu'il faut être au corps à corps avec les professionnels pour permettre de bien structurer cette offre touristique. Emmanuel de Rénal, c'est votre avis, les propriétaires de gîtes ou de meublés ont besoin d'un petit coup de pouce de la collectivité ? Je crois qu'il faut accepter l'idée de ne jamais opposer l'une ou l'autre forme de tourisme. L'hôtellerie a toute sa place, les gîtes et les meublés ont toute leur place. Et c'est important de dire que le tourisme est sans doute la pointe de flèche la plus importante pour en tirer toute l'économie. Les chambres d'hôtel, depuis 20 ans, ont fondu. On a perdu 2000 chambres d'hôtel en Martinique, alors que d'autres territoires, dans des zones concurrentielles aux nôtres, eux voient leur nombre de chambres d'hôtel augmenter. Il y a donc un véritable problème. Et aujourd'hui, vous savez que la Martinique se dépeuple, les populations s'en vont, et le tourisme est un moyen clairement de remettre de la dynamique de consommation dans le pays. Et donc, il faut les accueillir. Il faut les accueillir dans des chambres d'hôtel, il faut les accueillir dans des gîtes, dans des meublés.
Et c'est vrai que le tourisme a cette vertu de faire travailler tout le monde. Ça n'est pas l'affaire simplement de quelques professionnels, c'est l'ensemble des Martiniquais qui rentrent dans le processus de l'industrie touristique. Parce que derrière un tourisme dynamique, il y a une agriculture qui se développe, il y a une pêche qui se développe, il y a des commerces qui se développent. Donc c'est un levier pour tirer toute une économie. Et donc nous, chez Renaissance Martinique, nous considérons que le tourisme est sans doute le premier levier sur lequel il va falloir mettre le paquet pour redynamiser, revitaliser ce pays. Alors, Daniel Citer, vous êtes sur la liste de Philippe Petit, Martinique Doubout, vous êtes également agriculteur. Oui. Alors, Emmanuel de Rênal a commencé à en parler un petit peu. L'agritourisme, c'est aussi une niche dans laquelle vont de plus en plus s'engouffrer les exploitants agricoles. C'est normal. C'est améliorer le gagne-pain. Et je crois que les deux sont liés. Le tourisme d'hôtellerie et le tourisme des petites structures, je crois qu'il faut des deux pour faire un tout, un monde, si vous voulez. Et à partir de cela, c'est l'économie de la Martinique qu'on met en place. Il faut bien que la 7e doit venir en aide à ces petites structures. Et c'est normal. C'est l'économie, c'est des petits artisans, et c'est ce qui fait le monde martiniquais. Alors, Philippe Joc, il s'agit effectivement d'envisager la mutation du tourisme, mais il y a aussi la relance, parce que ce secteur sort d'un double confinement, enfin d'une crise qui a duré quasiment 1 an, et il était déjà un petit peu en difficulté auparavant. Oui. Donc, précisément, il s'agit aussi de s'occuper de flécher les budgets vers la relance du tourisme. C'est un secteur qui a beaucoup souffert, vous l'avez dit, et qui souffre encore. Il souffrait déjà avant la crise sanitaire. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut un vrai plan de relance pour le secteur du tourisme. Les acteurs du tourisme, notamment les hôteliers, indiquent qu'aujourd'hui, ils ont un coût de main-d'œuvre qui est extrêmement élevé. Et je crois que il faudra négocier avec le gouvernement la mise en place d'un crédit d'impôt compétitivité tourisme pour permettre aux acteurs du tourisme de repartir. Mais je veux rebondir sur ce qu'a dit le responsable des gîtes. Il ne faut pas effectivement opposer les deux formes de tourisme, parce que ça correspond aujourd'hui à un mode de consommation de loisirs. Et donc surtout que le poste hébergement est le plus important pour les dépenses. On serait à contre-courant si on n'accompagnait pas cette évolution et cette mutation. Mais là aussi, il faut accompagner, labelliser et sortir de l'économie informelle. Parce que la difficulté des gîtes, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de touristes qui viennent dans les gîtes. Ça ne rapporte pas suffisamment en termes de ressources aux collectivités, et il y a un effort d'accompagnement à faire, et je crois qu'il faut professionnaliser ce secteur. Il est indispensable, mais il faut aussi, vous l'avez dit, relancer le secteur du tourisme qui a beaucoup souffert. Nous avons ensuite avec nous Ralph Monplaisir. Quelle est votre vision du tourisme, Ralph Monplaisir, sachant que c'est un secteur en mutation? Pendant 9 ans, je fais du tourisme dans l'île d'à côté. La première chose que le touriste veut, c'est effectivement un moyen pour arriver, un endroit où se loger et quelque chose à faire ou à voir. Les trois sont nécessaires. Vous avez des touristes dans les hôtels, c'est vrai. Vous avez les hôtels d'affaires, les hôtels de plaisance. Vous avez de plus en plus de tourisme. Gîtes ruraux, la nature, ça se fait partout de plus en plus. Et dans les communes, on le voit quand on est maire, comme moi, parce que c'est tout le temps que vous avez des gens qui veulent pouvoir aménager un sous-sol ou une partie de la maison pour pouvoir louer à des gens qui viennent et qu'on voit se promener dans la commune. Donc ça fait du bien. Puis vous avez aussi les gens qui sont dans les bateaux, les croisiéristes. On va revenir. Et eux, quand ils débarquent ici, ils n'ont pas la possibilité d'avoir un assez grand choix de choses à voir et à faire. Et là, il y a une opportunité pour des jeunes de pouvoir se lancer à organiser des tours. Imaginez des tours. Les excursions, on va y revenir. Le problème, c'est qu'il faudra contrecarrer le monopole des tours opérateurs. Si vous voulez, on y reviendra dans un instant. Mais madame, excusez-moi, j'ai travaillé avec des tours opérateurs. Le tour opérateur, quand vous avez un produit, il vient vous dire que c'est trop cher. Il vous promet mondes et merveilles, comme beaucoup de gens en promettent. Et puis, vous acceptez des conditions. Ils ne remplissent pas les conditions. Ça m'est arrivé.
Et quand à un moment donné, j'ai vu que les conditions n'étaient pas remplies, parce que on m'avait fait casser mes prix, et j'ai voulu les remonter. À côté de chez moi, quelqu'un avait repris le même principe que je faisais, et quand moi, j'avais 50 personnes au travail, lui, il en avait 7. Vous êtes bientôt à 2 Mais minutes. il vendait, madame, c'est pas grave, j'explique le problème. Il vendait ça. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Quand je suis allé pour dire que je devais remonter les prix, on m'a dit non, c'est ça. Le tour opérateur m'a dit c'est ça ou rien. La personne qui me représentait m'a appelé au téléphone, m'a dit il refuse le prix. J'ai dit je ne peux pas baisser, c'est ça. La personne qui était en face de lui a pris mon offre, a mis sa main au-dessus de la poubelle et l'a lâché dedans. Je suis parti, madame, c'est pas grave, je suis le du micro, mais je parle fort. Je suis parti tout de suite. J'ai dit, je finis, parce que le tour opérateur me tenait. Mais s'il y avait beaucoup de tours à offrir, les tours opérateurs seraient obligés de négocier avec les gens qui vendent les tours. Et je rejoins monsieur Joc quand il dit que le coût du tourisme par rapport à la main-d'œuvre est trop cher. Il faut qu'on accepte de concevoir qu'il faut baisser. Et puis il faut que M. Joc comprenne que les prix qu'il fait à l'aéroport pour les avions qui arrivent, il faut qu'il accepte pendant un moment de faire un moratoire sur les prix qui sont payés par les... il y en a pour 3 heures, oui, pour parler de ça. Oui, mais on ne les a pas, malheureusement. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Je parle de sujet que je connais, personne ici ne connaît ça comme moi. Excusez-moi, je vais ramasser mon papier. Non, mais vous inquiétez pas. Alors... La chambre de commerce ne gère plus l'aéroport. Je pense qu'il a loupé un épisode. Quand vous l'avez dit à l'époque, c'était ça. Et je me battais pour dire baisser les prix. Les avions viendront si les prix sont moins chers. Faites un effort. Vous voulez amener du monde, ils vont là où ça coûte pas cher. Je vais pas interrompre Ralph parce qu'il va l'avoir mauvaise après. Moi aussi, je suis acteur de tourisme et ça au quotidien. Donc j'ai une vision depuis près de 17 ans au carbet de l'évolution du tourisme. La Martinique est florissante dans son offre. L'offre est dépareillée. C'est peut-être ça qui porte préjudice aujourd'hui. Comme on dit, on construit des bas de maison qu'on va louer à des touristes en faisant des belles photos qui sont ni répertoriées, ni labellisées, ni rien du tout. C'est un revenu complémentaire, effectivement, qu'on peut comprendre pour les gens qui ont un certain âge et qui ont ici un complément de retraite. Mais c'est pas une offre touristique paramétrée correctement. Aujourd'hui, le voyageur va sur Internet et choisit d'abord sa destination en fonction de ce qu'il va voir et après il vient coller son hébergement et son billet d'avion. Je trouve que toutes les solutions sont bonnes. Les hôtels qui avaient 200 chambres, aujourd'hui, il faut qu'elles réduisent la voilure et qu'elles passent à 100 chambres. C'est fini. Voilà. On va pas revenir sur le Maroba qui est fermé. On a un certain nombre de choses qui marchent et puis d'autres qui ne marchent pas. Donc il faut qu'on se décide très vite. Le touriste prend sa décision maintenant sur Internet en 10 minutes, un quart d'heure. Donc si on a la bonne offre, on est bon. Si on n'a pas la bonne offre, on est has-been. Donc il faut mettre un petit peu de règles dans cette histoire de tourisme. C'est pas tout le monde qui fait de la location saisonnière. Quid de la taxe de séjour. Nous, chez Martinique Avance, vous avez vu ce qu'on propose. On propose un État comme les États-Unis. Arrêtez de nous faire croire que l'hôtelier va percevoir une taxe de séjour qui va reverser à l'EPCI. Mais s'il le reverse à l'EPCI et c'est affecté au tourisme, laisse tomber. On n'ira jamais chercher les plans touristiques dans l'EPCI. Ça va disparaître. Si on fait le système des États-Unis, on génère via Internet un ESTA qu'on accompte avec le billet d'avion. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit papier que vous remplissez sur Internet quand vous allez aux États-Unis ou au Canada et qui est valable 2 ans, qui est comme un visa d'entrée. Et en fait, qui est valable 2 ans, qui pourrait être valable pour les touristes, free pour les autochtones. Et en fait, on récolte ici une ressource directement à l'embarquement à Orly. C'est fini. Comme ça, on sait exactement combien d'argent on a et ce qu'on en fait. C'est une collecte qui est dédiée aux infrastructures touristiques. Donc avec ça, par exemple, on peut dire à Madame Dulis qu'on peut refaire le parking de la Pelée. Il faut pas qu'on rigole avec les touristes. La première personne qui va à la Pelée et qui trouve une place sur le parking a même pas une table pour pique-niquer avec ses enfants. Il faut qu'on soit aussi dans l'offre qu'on fait un petit peu réaliste et que on se mette au travail. Ce n'est pas en parlant de tourisme, c'est la première ressource. On a nous un travail à faire sur nous-mêmes avant d'accueillir qui que ce soit. Merci Gabriel Jean-Marie, votre vision du tourisme, vous pensez aussi qu'il faut au maximum diversifier l'offre? Alors, mon intervention sera un peu différente, même très différente, parce que je veux reprendre le mot d'un célèbre Martiniquais, ma bouche sera la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche ou quelque chose comme ça. Vous savez, le tourisme, c'est pas suspendu en l'air comme ça. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent.
Et je sais que ce soir, je vais entendre beaucoup, il faut, yaka, il faut qu'on. Ça, je le sais. On va développer un grand catalogue. Toutefois, il y a deux informations intéressantes que j'ai entendues. Ça a été d'abord l'intervention de Monsieur Jock, expert comptable de son État, qui a dit qu'il faudra un plan de relance. Autrement dit, il faudra que l'État ouvre les vannes, des aides pour les entreprises, les exonérations, les subventions, enfin bref, lui et moi on se comprend. Et puis il y a une autre information que Monsieur Monplaisir a sortie, c'est très intéressant. Les tours opérateurs. Ah, il y a des gros qui étranglent les petits. Ah bah oui. Ah ben vous savez, Monsieur Monplaisir, ah ben c'est contre ce système que nous les communistes on se bat. Ce système capitaliste, inhumain, qui étrangle les petits pour faire du fric. Et puis dans cette Martinique, vous savez, du tourisme que l'on veut faire, ben je l'ai dit la fois dernière, la Martinique est fan en D. Il y a ceux qui se tirent et il y a ceux qui coulent. Et parmi ceux qui coulent, qui prennent du fer, pour prendre une expression bien de chez nous, il y a les employés des hôtels. Et moi, je me souviens d'employés du côté de Sainte-Luce ou de Trinité, et pour retenir celui de Trinité, un hôtel qui a fermé, je me souviens encore du slogan de certains. Au secours, mon secours, au secours, mon secours. Côté yo dehors, yo fait main, yo dehors. Les conditions de travail, j'aimerais bien qu'on en parle. Encore une fois, le tourisme, c'est pas suspendu en l'air, c'est pas quelque chose comme ça. Il y a des hommes et des femmes qui exercent dans des conditions difficiles et qui perçoivent des salaires de misère et qui sont méprisés, il faut le dire souvent. Et puis, bien sûr, effectivement, il y a les gros tours opérateurs qui viennent et qui étranglent les petits. Alors, je ne suis pas hostile, moi, au fait qu'il y ait dans ce pays vous êtes à 2 minutes, tourisme, Gabriel Jean-Marie. Oui, un tourisme des gîtes et tout, mais il faut tenir compte de cette réalité. J'ai été très content d'entendre des interventions de M. Jock et Monplaisir. Jean-François Bonhomme, vous vouliez rebondir, vous n'êtes qu'à 52 secondes, vous avez largement le temps. Simplement, je veux dire, le débat nous met en évidence l'amateurisme avec lequel on a géré le tourisme à la Martinique depuis 10 ans. Nous n'avons pas eu de politique de dynamisation du tourisme à la Martinique. Si vous constatez simplement la réalité, c'est que les faits nous ont possédés. Autrement dit, nous n'avons pas su anticiper, organiser, orchestrer une véritable politique touristique. Simplement, on s'est contenté de faire des chiffres. Je ne suis absolument pas contre l'hôtellerie. Au contraire. Mais si nous avions une politique construite, pensée, organisée, eh bien, nous aurions aujourd'hui une situation un peu moins dramatique. Oui, il y a de la souffrance dans ce secteur-là. Oui, il y a des travailleurs qui souffrent. Oui, il y a des opérateurs qui souffrent dans le contexte actuel. Jean-François Bonhomme, attendez, en fin d'année dernière, le comité martiniquais de tourisme a présenté un plan d'action de 2,7 millions d'euros pour soutenir les hôtels qui avaient connu une baisse de fréquentation, une perte du chiffre d'affaires. Heureusement qu'il y a eu Covid, heureusement qu'il y a eu Covid pour permettre cette réaction. Je dis bien, c'est l'absence d'une politique structurée. On a répondu par à-coup. Il n'y a pas une politique structurée. Notre démarche, la différence avec Ensemble au pays, nous, c'est que nous portons un projet global pour ce pays. Un projet qui a pour ambition de mettre de l'équilibre dans ce que nous faisons. Nous voulons un pays exemplaire. Donc, un produit touristique exemplaire. À 2 exemples. Nous lui disons pays aux fleurs, l'île aux fleurs, il n'y a pas de fleurs. Nous disons pays propre, passez dans certains côtés. Je prends un exemple, la route de la Trace. Vous citez la route de la Trace, depuis 6 ans, il y a un véhicule qui est abîmé, au vu aussi tout le monde ne répare pas. La route on parlait effectivement de l'aileron. C'était de la compétence de la collectivité territoriale, où on a déserté l'aménagement de cet espace. On a déserté un territoire qui est connu, reconnu, et qui attire du monde pour la Martinique, on n'a pas investi pour le Nord. Alors évidemment, la politique arrive, tout le monde fait des promesses, mais nous avons un pays qui est en souffrance, alors que le tourisme, de tout temps, a été une source de revenus pour ce pays. Alors si nous voulons que les choses changent, il faut mettre en place une vraie politique de soutien aux opérateurs, petits opérateurs, comme aussi les hôtels. Parce qu'il faut offrir au public qui souhaite venir des instruments. Mais cela veut dire aussi que nous soyons opérationnels à l'international pour vendre un pays. Ne pas laisser d'autres vendre pour nous notre pays ou ce qu'ils veulent vendre, mais vendre l'image de notre pays, ce que nous sommes réellement. Vous êtes à 3 minutes. Voilà. Alors justement, nous allons parler maintenant de l'agritourisme ou le tourisme vert, qui est en nette progression chez nous. Seulement, il s'agit souvent d'une activité annexe pour les exploitants agricoles. D'ailleurs, le plan de relance pour le tourisme ne les a pas inclus du tout dans le dispositif. Que prévoyez-vous pour mieux organiser cette profession et le secteur de l'agritourisme? On va commencer avec vous, Daniel Citer, car vous n'avez que 37 secondes de temps de parole. Oh, très peu. Non. Donc vous parlez pour la liste Martinique d'Ubud. Exactement. Et que dit Martinique d'Ubud sur cette thématique? Oui, il y a beaucoup de choses à faire.
dans l'agritourisme. C'est vrai que il y a d'énormes difficultés, ça tout le monde le dit. Mais je crois qu'on doit mettre en place une vraie politique dans ce sens pour aider les gens qui sont dans ce domaine. Et ce n'est comme cela qu'on pourra permettre développer ce tourisme qui est peut-être, je dirais pas, qui est là, hein, qui est en attente. Hein. Comme disait Monsieur Rasmus Plaisir, on n'a qu'à baisser les prix et environ beaucoup de personnes descendent sur la Martinique. C'est simplement ça. D'accord. On va prendre avec vous, Monsieur de Rênal, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement donner un coup de pouce et un coup d'accélérateur à l'agritourisme? Alors, de manière plus générale, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que la Martinique est une destination touristique naturelle. Donc, elle contient tous les atouts pour vraiment servir les besoins des touristes qui sont en recherche finalement d'expériences de qualité et d'expériences environnementales. Donc nous avons des atouts formidables. Nous avons la mer, nous avons des paysages, nous avons un patrimoine magnifique, nous avons une biodiversité de qualité. Bref, nous avons des atouts exceptionnels que nous ne valorisons pas suffisamment. Le tourisme, il faut bien comprendre que c'est un secteur qui est exposé à la concurrence mondiale. C'est peut-être le seul secteur économique dans lequel nous travaillons qui est soumis à une concurrence internationale, et nous n'avons pas les armes aujourd'hui suffisantes pour faire face à cette concurrence. Philippe Joc a raison quand il dit qu'il faut adapter nos moyens pour au moins rivaliser avec une concurrence qui est en face de nous, notamment dans les îles de la Caraïbe. Il préconise une solution CICE renforcée. Il y a aussi l'idée de la zone franche globale qui consiste en réalité à permettre aux exploitants du tourisme de baisser leurs charges d'exploitation pour leur permettre d'être à un niveau proche de celui de nos concurrents voisins. Et à partir de là, laisser les acteurs économiques faire leur travail avec des normes, bien évidemment, d'exigence pour que le tourisme soit respectueux de l'environnement. Ça, c'est important. On est dans le monde du développement durable. Et ça tombe bien parce que c'est ce que veulent aujourd'hui les touristes. Les touristes recherchent des expériences qui ne sont pas agressives avec la nature, et nous avons suffisamment d'atouts pour en permettre d'accueillir ces touristes-là. Donc, organisons-nous, faisons ce qu'il faut pour aménager les capacités de nos acteurs du tourisme, et puis surtout exploitons nos propres atouts naturels. Encore une fois, la Martinique est un pays qui doit absolument valoriser son patrimoine, refleurir ses routes, refleurir ses bourgs, reverdir ses espaces, et si on prend soin de notre pays, naturellement, le tourisme reviendra avec beaucoup de satisfaction. Guy Ferdinand, je crois que vous voulez réagir au propos de ce que je veux dire, le premier atout du tourisme martiniquais, on a quasiment un monomarché aujourd'hui avec la métropole. Aucun des DOM n'est à la météo nationale. Donc on ne voit pas à Bourges, à Angers, à Clermont, au mois de novembre, quelle température il fait à Pointe-à-Pitre, à Cayenne et à Fort-de-France. Sauf sur les médias publics, hein. Non. Ah si, vous avez la météo dans l'outre-mer. On y est de temps en temps. On y est de temps en temps. Ah non, tous les soirs sur France 2. Alors, on y est maintenant, et on fait partie de ceux qui se sont battus pour oui, tous les soirs sur France 2. Pas depuis longtemps. On n'y est pas dans la presse écrite. On n'y est pas. Donc la première chose qu'on va demander à nos parlementaires, c'est qu'on ait la même chance que les autres territoires français. Qu'on ait juste ça. Le fait d'être à la météo en hiver, en métropole, quand ils ont -5 et que nous on est à 35, c'est 50% d'impact. C'est 50% d'impact. Tu demandes à la télé, il neige dehors, tu vois du soleil. C'est pas très compliqué ça. Et ça nous coûte 0. Donc là, la CTM a encore mis 0 francs pour l'instant. Hein. Donc on est pas mal sur la mesure. Et ça, voilà, comment on fait digitaliser comme la Guadeloupe, il faut qu'on le fasse. Donc on a des solutions. Maintenant, il faut les appliquer, ça crée une richesse, et après on peut faire le travail en local. Mais tant qu'on n'a pas, si tu veux, cet impact-là, on peut pas les jouer. Philippe Joc. Oui. Plus largement sur le tourisme, il y a une possibilité de développer le tourisme vert, de l'agritourisme et de faire de la Martinique une destination de pleine nature. On a des sites remarquables qui sont pas entretenus. On a des sentiers qui sont à l'abandon. Et si on veut que les agriculteurs
complètent le revenu avec des touristes. Il faut que dans nos campagnes, on organise les sentiers, on les entretienne, que nos sites remarquables soient entretenus. Quand je vais au Diamant et que je vois les œuvres de Laurent Vallet, dans quel état elles se trouvent aujourd'hui, j'ai mal à la Martinique et je me dis que il faut qu'on travaille sur le fleurissement, il faut qu'on travaille sur l'embellissement de nos communes, il faut qu'on travaille sur l'entretien de nos espaces remarquables. Et on peut, à côté de cette destination pleine nature, avoir des offres d'hébergement de plein air, de type camping écologique, et ça correspond aussi à une demande. On a de plus en plus de clients dits bobos qui sont intéressés par une destination où l'empreinte carbone serait faible. Moi, je fais le rêve d'une Martinique où on pourrait dire à nos visiteurs, venez chez nous, vous serez dans les hôtels qui sont haute qualité environnementale, vous serez chez les Martiniquais qui ont aménagé de l'espace pour vous recevoir et qui sont photovoltaïques, vous avez chauffe-eau solaire, vous avez des véhicules électriques qui seront rechargés au solaire, et venez, la seule empreinte carbone de vos vacances, ce sera malheureusement le billet d'avion, le voyage en avion. Et on vous propose de le compenser avec la plantation d'arbres. Il y a vraiment à imaginer des pistes nouvelles, des pistes différentes avec des clientèles qui sont intéressées par ces problématiques. Et vous verrez qu'on sera peut-être moins mono-origine de nos clients. Des clients américains, des clients canadiens seront intéressés par cette vision. Puis, à côté de ça, il y a tout l'aspect patrimonial qu'on doit mettre en avant. Notre histoire, si on l'assume et si on la connaît, on la montre. Et quand les gens la voient, ils viennent. Il faut sortir de cette idée que les gens viendront à la Martinique pour la plage et le soleil. Ça suffit pas. Et nous avons des atouts qu'il faut mettre en avant. Gabriel Jean-Marie, vous vouliez intervenir? Oui, je souhaite réagir après avoir entendu Monsieur de Rênal. Je vois qu'il y a un axe de Rênal-Joc sur la question du CICE. Alors, je ne sais pas comment les deux maires qui sont près de cette table vont réagir, M. Monplaisir et M. Bonol. Parce que lorsque Hollande a institué le CICE... Un crédit d'impôt, hein. Oui, le crédit d'impôt et tout ça. Ben, ça a privé les collectivités de ressources. Des milliards. Alors, j'aimerais bien connaître leur position. Parce que si un CICE est renforcé, ça veut dire moins d'argent pour les collectivités. Et on se souvient qu'ici, en Martinique, que la CTM avait augmenté les prix du carburant, que monsieur le maire des Anses d'Arles, monsieur Larcher, monsieur Marie-Sainte, monsieur Laventure avaient justifié par la baisse des ressources. Alors, c'est toujours la même chose, hein. L'État ouvrez les vannes, donnez-nous de l'argent, et en contrepartie, il n'y a aucun contrôle. On ne veut pas qu'on sache ce qui se passe dans les comptabilités, comment l'argent a été utilisé. Et messieurs de Rênal et Joc savent pertinemment de quoi je parle. On ne peut pas avoir accès aux comptabilités, aux contreparties, pour contrôler l'argent. Non mais monsieur Jean-Marie, il faut une contrepartie à cet accompagnement. Si on parle de crédit d'impôt pour la relance du secteur du tourisme, c'est sur un temps limité, c'est pour permettre de rebondir après le Covid. Et bien évidemment, la contrepartie sera que les salariés des hôtels soient réembauchés, que on repasse à l'étape. Promesse. Non mais vous savez. Il faut, à un moment ou à un autre, se dire qu'on doit se parler. Et le dialogue social est important dans le secteur du tourisme. Le dialogue social, dialogue social est important dans le secteur du tourisme. Monsieur Jean-Marie, vous avez tendance à dire qu'il faut baisser la taille du gâteau, et c'est ça qui vous satisfait. Et vous avez tendance à dire qu'il faut activer la plus grosse part. Nous, on dit qu'il faut grossir le gâteau. Et le gâteau, on le répartit entre tout le monde. Mais non, si vous commencez à baisser, à réduire la taille du gâteau, personne n'aura aucune miette. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez absolument réduire l'activité économique. Nous ne sommes pas dans ce camp-là, je suis désolé. Nous préférons faire en sorte que le pays retrouve de l'activité pour pouvoir nourrir tous ses enfants. J'appartiens à un groupe qui pense qu'il faut miser fortement sur l'agritourisme. Parce que c'est un vecteur d'emploi, c'est un vecteur de dynamisation du territoire. Incontestablement, au cours des 10 dernières années, il y a eu des efforts produits par des agriculteurs seuls, par des ménages seuls. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, la collectivité territoriale a été défaillante. Je veux prendre un exemple très simple. Le moulin hydroélectrique du Coumorne n'a reçu aucune aide de la collectivité. J'ai énormément d'agriculteurs qui se positionnent pour faire de l'agriculture. Et précisément, c'est vers ça qu'il nous faut nous tourner. Parce que nous avons un petit marché, il faut permettre à l'agriculteur d'être aussi hébergiste, logeur,
touristes, organisateurs de tourisme, il faut les accompagner, il faut structurer. C'est pour cette raison que nous militons pour une vraie démarche qualité dans l'agritourisme. Partir, et on ne peut pas le faire si on ne mise pas. Il faut que la collectivité s'engage fortement. J'aurais préféré que l'on mette les 3 millions d'euros qu'on a prévus pour la compagnie aérienne qui va rien nous rapporter pour ces agriculteurs-là qui s'engagent et qui souffrent sur le terrain. J'aurais préféré cela. J'aurais préféré qu'on finance fortement la formation des femmes d'agriculteurs qui ont besoin aussi de travailler. J'aurais préféré cela. Alors je considère, oui, il faut que l'activité s'engage. Et là, dès la mise en place de la nouvelle collectivité, il faudra rencontrer les opérateurs. Il faudra échanger avec eux. Fixer un objectif et mettre les moyens. À partir du moment où nous sommes d'accord sur les objectifs, nous pouvons trouver les moyens. C'est pas de la politique, c'est de l'engagement pour ce pays qui est le nôtre. Parce que bien sûr, tout le monde a des idées. Mais aujourd'hui, sauf que nous arrivons en 2021, nous sommes à genoux. Notre pays est à l'arrêt. Ça, il faut le reconnaître. Vous êtes presque à 5 minutes. Raph Monplaisir. Et nous terminerons sur cette thématique. Raph Monplaisir, l'agritourisme. J'ai écouté beaucoup de choses. Je constate que je suis pas si nul que ça, parce que j'ai pratiquement entendu ce que j'ai dit, qu'il faut un produit à offrir. Si vous n'avez pas de produit à offrir, il n'y a pas de raison d'aller, parce que si vous me dites de venir à un bal et qu'il n'y a pas de jolies filles, je n'irai pas. Donc moi, je vais là où il y a des choses intéressantes à voir. Et aujourd'hui, il nous faut effectivement avoir du produit. Et vous savez, je vais vous parler de quelque chose. Nous avons une île qu'on appelle l'île aux fleurs. Nous avons des terrains chlordéconés. Nous ne pouvons pas planter sur ces terrains certaines choses. Nous pouvons y installer des serres. Nous avons des tas de jeunes agriculteurs qui sont devant les terres de leurs parents ou autres et qui ne peuvent rien faire. L'ACTM devrait financer ces choses-là, des serres. Nous allons en Hollande, nous nous faisons former nos personnes pour faire fonctionner un système avec l'énergie solaire pour faire fonctionner le tout, l'eau qui est recyclée et les plantes qui sont là, dans cette terre chlordéconée, et nous nous mettons à exporter des fleurs partout dans le monde. Ce sont des choses qui sont du bon sens. C'est simple. Au lieu de partir dans toutes sortes de choses, il faut essayer de faire des choses qui permettent aux gens immédiatement d'avoir un revenu. Monsieur, vous le disiez, monsieur, je le marie, il faut un revenu aux gens pour qu'ils mangent et boivent. Mais pour qu'ils aient un revenu, il faut qu'ils aient un travail. Monsieur Guy Ferdinand a dit tout à l'heure, il faut organiser les choses pour que les gens qui viennent puissent passer quelque part où c'est des choses où on peut se garer et ne pas être dans de l'insalubrité. Monsieur Bonnel a dit il faut préparer des endroits, les nettoyer, les organiser. Monsieur Jacques a dit il faut diminuer les... Pas ni en Mounicia qui dit en bas qui pas vrai. Mais c'est pas seulement ça. Bon, excusez-moi, je termine. Il faut non, mais je termine. Il faut, oui, monsieur. Mais il faut avoir la volonté de le faire, parce que parole en bouche, pas chaille. Chaque fois que j'ai été candidat à la mairie, j'ai entendu les gens dire je vais titulariser tout le monde. Et puis le lendemain, ils titularisaient que celles et ceux qui avaient voté pour. Il faut terminer, vous êtes presque à 6 minutes là. Non, mais madame, c'est un exemple. J'ai été élu. Quand j'ai été élu, j'ai titularisé tout le personnel de la commune l'année d'après, parce que je m'étais engagé, que j'estimais que quelqu'un qui travaille doit manger et boire, doit pouvoir aller à la banque et avoir un prêt, parce qu'il est la parole à Daniel Citer. Ben oui, mais aux autres cafés, moi, pas aller. Mon TP là pendant un bon moment. Hein. Vous m'excusez, si je parle. Merci, Ralph. Merci. Avec tout mon respect, votre amitié. De même. Je constate que tous nous sommes sur la même longueur d'onde. Il faut travailler pour le pays. Je rejoins M. Bonnel. Monsieur Bonnel, vous avez dit quelque chose qui était formidable, que les agriculteurs doivent trouver de la ressource dans l'agritourisme. C'est normal. L'agriculture, le tourisme, la pêche, 3 secteurs qui sont liés, qui doivent marcher la main dans la main. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que nous sommes prêts pour mettre ces 3 secteurs d'activité en commun pour faire quelque chose de formidable pour le pays Martinique? Parce que nous sommes tous assis. Oui, vous dites qu'il faut créer une filière finalement carrément qui associe agriculture, tourisme, enfin voilà, transversale. Si nous voulons sortir la Martinique vers le haut, il faut qu'on crée cette filière. Merci. Et n'oublions pas une chose, que nous sommes dans la Caraïbe le plus cher.
la Guadeloupe, la Martinique est le plus cher, sont les deux îles les plus chères dans la Caraïbe. Comment faire face aux îles d'à côté? En plus, ils n'ont pas de liaison avec Paris. Cap sur les territoriales. Et parlons à présent, justement, vous l'évoquiez, Monsieur Citer, d'agriculture et de pêche, deux secteurs en perte de vitesse, quand même. Commençons par le secteur agricole, qui occupe une place de moins en moins importante dans notre économie, à peine 3% du PIB. Le nombre des exploitations est en chute libre, mais un plan de relance et de transformation agricole a été mis en place récemment, suite à la crise sanitaire, avec à peu près une centaine de mesures. Un plan de relance, oui, mais pour quel type d'agriculture? Doit-on rester dans la monoculture de la banane et de la canne, destinée principalement au marché de l'exportation, ou alors bascule-t-on enfin vers une agriculture destinée aux besoins de la population? Nous commençons avec qui est en panne de temps? Avec vous, Monsieur Citer. D'accord. Vous avez très bien dit. Aujourd'hui, l'agriculture doit être au cœur du débat. Il doit être sur la table à la CTM. Pourquoi je le dis? On ne peut pas aujourd'hui dire qu'on est un peuple, qu'on est autonomiste pour certains, et que on peut pas subvenir à nos propres besoins. Il faut aujourd'hui que la Martinique soit autonome en agriculture. Et pour cela, il faut mettre un vrai plan de relance. Et comment faire pour mettre ce plan de relance? Il faut inviter chaque partenaire social à s'asseoir autour d'une table et se poser la question: que voulons-nous pour la Martinique pour les jours à venir, pour les années à venir, en termes de production? Gabriel Jean-Marie. Avant de poursuivre, je voudrais faire une petite précision. Désolé. Monsieur Monplaisir a dit tout à l'heure qu'il faut que les gens aient de quoi s'acheter à manger et à boire. Je comprends ça. Ouais. Oui, il disait qu'il avait titularisé parce que voilà. Ils veulent avoir un salaire pour vivre. Monsieur, pour avoir l'argent pour manger, il faut avoir un travail, c'est ce que j'ai essayé de dire. Si je l'ai mal dit, excusez-moi. Les gens veulent avoir un salaire pour vivre, pas pour manger. Ouais, c'est tout. Bien. S'agissant maintenant de l'agriculture, là aussi c'est comme le tourisme. Ça n'est pas quelque chose de suspendu. Il y a des hommes et des femmes. Et moi, je peux en parler de l'agriculture et des hommes et des femmes qui y vivent. Je peux par exemple parler d'une lettre en recommandé que j'ai reçue aujourd'hui parce qu'une de mes colistières, Marie-Hélène Surelli, s'est rendue sur une exploitation qui s'appelle Bamaril au François. Et la lettre qui a été envoyée pour la rappeler à l'ordre et lui dire c'est pas ça la loi et patati et patata. D'accord? Il y a des hommes et des femmes qui bossent dans les exploitations dans des conditions qui, si on pourrait presque dire l'esclavage. J'ai été reçu à l'Assemblée nationale par le député Letchimi et un certain nombre d'autres députés au mois de février. C'était dans le cadre de la discussion sur les retraites. Et j'ai exposé devant ces messieurs la situation des ouvriers agricoles. Là aussi, ce soir, je vais entendre beaucoup de choses. De vrai, il faut qu'on, yaka. Mais moi, je serai la bouche de ceux qui n'ont pas de bouche. Gabriel Jean-Marie, c'est pas du rôle de la CTM d'intervenir dans ça. Ce sont des entreprises agricoles, certes, mais privées. Donc voilà, il y a des syndicats, les patrons de ces entreprises agricoles, ils négocient. Enfin, comment la CTM pourrait intervenir dans ce que vous venez de décrire? Nous sommes une assemblée. J'ai entendu dire par certains ici, il y a quelques jours, que c'est un lieu de pouvoir. Donc si c'est un lieu de pouvoir, on doit pouvoir intervenir. Sinon, on n'a rien à y faire et on ne devrait pas se battre autant pour y aller. Bien. Donc, si c'est un lieu de pouvoir, la CTM a vocation à intervenir partout. Et dans la mesure où il est dit que la CTM est là pour le développement économique, l'agriculture, ça fait partie de l'économie. Moi, je sais que dans ce secteur, il y a des hectares et des hectares de terre qui sont là, qui ne sont pas utilisés et qui pourraient, par exemple, être mises à la disposition de petits paysans. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Guy Ferdinand, puis Jean-François Bonnol, qui voulait aussi réagir. L'agriculture souffre du même mot que les autres secteurs. C'est-à-dire qu'aucun Martiniquais ne sait ce qui est produit aujourd'hui en Martinique, où, quoi, comment, par qui. Les déclarations de surface que doit vérifier la DAF ne sont pas vérifiées. Fait vérifier la déclaration de surface, pas ce qu'il y a planté dessus. Pas ce qu'il y a planté dessus.
Oh, c'est vérifié. Chaque année, il y a une déclaration de surface et c'est vérifié. La DAF je confirme ce que je dis. D'accord. La DAF nous répondra là-dessus, mais en fait, on n'a aucune idée de la production et de son utilisation. Attention. En plus, contrôlé. Hein. En plus, c'est contrôlé. Il faut des certificats, tout est contrôlé. Oui, il y a un petit no man's land, un petit peu, mais on ira vérifier, je vous promets, et on va régler ça. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que mange le Martiniquais. Est-ce que les enfants mangent des dachines, des choux de Chine, des machins? Est-ce qu'ils connaissent l'igname? Est-ce qu'ils mangent des bananes jaunes? Non, ils mangent des frites, des pâtes, du riz. Donc il faut reprendre le problème. Ça ne sert à rien qu'on produise une agriculture que même si elle est raisonnée et même si elle est envers les produits locaux, si personne ne les mange. Donc il faut aussi réhabituer le Martiniquais à son agriculture. En digitalisant les productions agricoles, on peut améliorer nettement, la localisation, l'apport dans toutes les communes centrales, 3, la valorisation des déchets pour les élevages. Et je reviens sur une chose qui est essentielle pour éviter les entrants et tout ce qui se passe sur les coopératives dont on a eu un pléthore de coopératives, avec celles qui ont réussi, celles qui ont échoué. On peut aujourd'hui passer en digital et avoir une coopérative digitale. La deuxième levier, c'est ce POSEI. Le POSEI, donc, qui est occulte, donc qui est 80%, je crois, à la banane, et puis il va en rester un petit peu. C'est une enveloppe de 120 millions par an qui existe. Donc, comment on l'a fait? Aujourd'hui, les coopératives, l'agriculteur, chacun a une coopérative dépendante, etc. Le système est chronophage. Plus on rajoute de la filière, moins on va gagner d'argent. Enfin, il y a quand même des débouchés. Et je vais dire que la saison touristique qui va de novembre à avril aujourd'hui est un levier pour l'agriculture, sauf qu'il faut être prêt à avoir des produits au mois de novembre. La saisonnalité des fruits et des produits martiniques, donc il faut qu'on adapte nos restaurants, nos hôtels à la production agricole. Mais pour ça, il faut qu'on sache ce qui est fait et où. On va pas faire venir des bananes du Lorrain pour les emmener à Sainte-Anne. Enfin, il y a quand même une réflexion à avoir. Il n'y a que la digitalisation du territoire qui nous permettra de faire progresser l'agriculture. Voilà. Jean-François Bonol voulait intervenir. Nous sommes en présence de l'exemple type de notre échec. Nous sommes une île et nous n'avons pas 10 jours de subsistance en cas de coup dur. La phobie qui est mienne, c'est que s'il survient un événement et que les bateaux ne puissent pas arriver ou que les avions ne puissent pas atterrir pendant un mois, eh ben, ils n'ont qu'à manger l'autre, pas ni manger pour nous manger. C'est un exemple type de notre incapacité collective à poser les enjeux pour notre pays. J'appartiens à un groupe, Ensemble pour Pays Nous, qui dit la production alimentaire doit être une urgence. Et notre priorité, il faut le reconnaître, doit être de garantir aux Martiniquais de quoi se nourrir. Et ça, c'est une priorité, ça, c'est collectif. Nous devons organiser avec les agriculteurs, parce que c'est pas le politique qui va décider seul. Il faut travailler avec les organisations professionnelles sur des filières, sur une structuration de la réponse. Évidemment, il faut garantir aux professionnels un marché. Le marché se structure. Aujourd'hui, nous produisons à peu près 100 000 repas publics des collèges et des écoles et des autres secteurs. Nous pouvons structurer une réponse et une offre. Cela veut dire que la collectivité doit investir massivement aux côtés des professionnels pour structurer la production. L'autorité pour la production alimentaire dans les collèges et les lycées, c'est la collectivité territoriale. Pour les communes, ce sont les villes, les communes elles-mêmes ou les EPCR qui ont pris les compétences. Il nous faut fixer le cap. C'est-à-dire considérer que nous devons offrir aux agriculteurs, aux producteurs un marché. Il faut accompagner les jeunes agriculteurs pour qu'ils puissent s'installer. C'est insupportable de voir la galère des jeunes agriculteurs. Ils commencent leur vie professionnelle par être surendettés dans un pays où le marché ne leur garantit pas une réussite. Donc nous devons leur garantir un marché, un accompagnement suffisant. Ces politiques-là doivent être au cœur de notre action. Et c'est un engagement que nous prenons, faire de l'agriculture un levier de notre survie et de notre développement. Et cela, nous pouvons le faire en produisant sainement, une agriculture sans pesticides, une agriculture qui nourrisse les Martiniquais. Et c'est vers cela que nous allons. Le drame pour nous, c'est que ce pays-là, depuis 24 ans, est gouverné par des gens qui se disent indépendantistes ou nationalistes. Et c'est ça le drame. Emmanuel de Rênal. Alors, quelle est votre vision de l'avenir agricole de la Martinique à Renaissance Martinique? Alors, Renaissance Martinique, là encore, dans sa logique d'unité, défend l'idée que la Martinique a deux jambes.
Et ces deux jambes doivent être aussi fortes l'une que l'autre. Il y a la première jambe qui est celle de l'agriculture d'exportation. Je sais que la convention de pensée veut qu'on attaque par principe la banane et la canne, qui sont des cultures d'exportation, au prétexte que ces cultures occuperaient trop de terre au détriment de l'agriculture vivrière, ce qui est un mensonge. Aujourd'hui, la banane occupe 4400 hectares de terre, quand il y a 23 000 hectares de terre en friche. Donc vous voyez, il y a de quoi absolument investir dans l'agriculture vivrière. Le sujet aujourd'hui, mais on disait que c'est un secteur qui capte beaucoup d'aides, de fonds européens, de subventions, c'est ça. C'est pas oui, mais le sujet aujourd'hui, il est de mettre les moyens. La répartition des aides, si vous voulez. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on a une profession qui est organisée d'un côté, qui fonctionne, qui tourne, et il y a une agriculture vivrière qu'il faut renforcer. Moi, je rejoins ce que j'ai entendu. Le plan alimentaire local est un plan essentiel. Il faut absolument que l'on consomme à nouveau ce que l'on produit chez nous. Je crois que la crise Covid a démontré à quel point c'était important de ne pas dépendre de l'importation sur le plan alimentaire. Donc là, il y a un vrai chantier à ouvrir. Il y a une vraie réorganisation des filières agricoles vivrières. Une étude a été menée en 2019, assez précise, qui démontre qu'il faudrait rajouter entre 200 et 400 hectares d'agriculture de diversification pour pouvoir assurer l'autonomie alimentaire sur les produits locaux. Vous voyez, donc c'est peu de choses, sauf qu'il faut simplement mettre du professionnalisme, il faut remettre de l'organisation autour. Et il y a une volonté politique, absolument. Il faut établir un plan pour ça. Eh bien, il y a une union professionnelle des petits agriculteurs qu'il faut installer, qu'il faut favoriser, qu'il faut promouvoir. Il y a des outils logistiques qu'il faut mutualiser pour les petits agriculteurs, parce que c'est vrai que cet éparpillement de l'agriculture fait que chacun est face à des difficultés techniques compliquées. Et donc là, le rôle de la collectivité est de les aider en les dotant d'outils logistiques, comme ça se fait d'ailleurs dans la banane avec les hangars d'empotage qu'il y a à Sainte-Marie. On pourrait s'inspirer de ces logiques-là, d'outils logistiques, à mettre au service de l'agriculture vivrière et et là je rejoins ce qui a été dit par je ne sais plus lequel de mes interlocuteurs tout à l'heure, avec un plan pour favoriser absolument l'alimentation locale dans les cantines. C'est Guy Ferdinand. Et là, il a complètement raison. Ouais. Aujourd'hui, il y a une espèce d'apartheid alimentaire en Martinique qui est hallucinant, où on se rend compte que j'entends même des petites musiques qui laissent entendre que c'est plus dangereux de consommer local que de consommer importé. C'est une aberration absolue. On sait très bien que les produits de l'agriculture locale aujourd'hui sont dans des filières qui sont surveillées et qui apportent bien plus de garanties alimentaires que des produits importés dont on ne sait d'où et avec des sources de production qu'on ne maîtrise pas. Philippe, Jean-François Bonneul rapidement, ensuite Philippe Joc. Juste pour dire à Monsieur de Rênal que nous sommes porteurs précisément du projet d'organisation de la distribution et de conquête de marché local. Et nous sommes aussi porteurs d'un projet alimentaire territorial. Vous ne pouvez pas construire l'avenir de l'agriculture sans porter ce type de projet-là. La dynamique aujourd'hui, c'est qu'il nous faut changer de méthode complète. Passer à l'organisation du marché. L'organisation. Voilà. Philippe Joc, donc oui. Pour la liste déclic. Oui, j'entends que tout le monde est autour de la table d'accord pour la diversification agricole. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé il y a 10 ans, 15 ans, avec les mêmes personnes qui sont au pouvoir depuis une quinzaine d'années et qui n'ont pas fait ces choix-là? Moi, je crois très fermement que si on veut une vraie diversification agricole, il faut qu'à un moment on se pose la vraie question de la juste répartition des aides du POSEI. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aider la banane. Il y a un rôle social, il y a une activité qui est économiquement viable. Il faut simplement que les aides soient mieux réparties, parce que une des missions du POSEI, c'est quand même d'accélérer et d'accompagner la diversification agricole. Et on voit et sur la production. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette mission n'est pas complètement remplie. Il faut, à côté de la banane, penser à la canne, où il y a un nombre d'hectares plantés avec des difficultés, notamment liées au fait qu'on ne peut plus utiliser les herbicides et qu'il faut, là aussi c'est important, domicilier de la recherche fondamentale chez nous, parce que nous sommes une des rares régions européennes à produire de la canne.
et donc avoir le problème des herbicides. Au Brésil, ils s'en fichent, ils continuent à mettre des herbicides. Donc il faut que l'on profite de d'autres particularités pour développer de la recherche fondamentale. Et ça permettra aussi à nos jeunes de revenir, parce qu'ils auront une vision de ce qu'on peut faire chez nous. Et il y a une attente très forte des Martiniquaises et des Martiniquais pour une agriculture raisonnée, pour une agriculture propre et fiable. Je crois que la volonté politique doit accompagner très fermement cette transition agricole. On doit aller vers l'agriculture qui donne à manger à sa population. Et ça, une alimentation saine à sa population. C'est la mission première d'une agriculture. Et donc, là-dessus, à Déclic, nous sommes parfaitement en phase avec cette volonté de réduire pour partie, de favoriser une répartition autre des aides du POSEI. Nous voulons préserver les terres agricoles dans le cadre du SAR. Alors, il y a suffisamment de terres agricoles aujourd'hui, puisqu'il y a 22 000 de surfaces agricoles utilisées et 24 000 en friche. Donc, il ne s'agit pas de faire banane à la place de maraîcher. Il s'agit de faire du maraîcher parce qu'on se donnera les moyens de faire du maraîcher. Nous voulons aussi assurer la transmission. Les agriculteurs ne peuvent pas partir à la retraite souvent parce que les retraites sont minimes. Je rejoins là-dessus monsieur Gabriel Jean-Marie. Et souvent, ils conservent la terre parce que c'est un complément de ressources. Et donc, il faut avoir une vraie vision et une vraie politique de transmission des terres, une vraie politique de mise à disposition des terres qui appartiennent à la collectivité, la fameuse banque des terres, mais que les répartitions soient transparentes et que ceux qui n'exploitent plus les terres de la collectivité les rendent. Et que nos jeunes agriculteurs aient la possibilité de s'installer. Il faut aussi que l'on permette aux petits exploitants d'accéder aux aides européennes. Oui. C'est un parcours du combattant. Ils n'ont pas toujours de comptabilité, ils n'ont pas toujours de la logistique permettant de remplir les dossiers. Il faut, là aussi, aider la Chambre d'agriculture, lui donner des moyens, que la collectivité abonde les fonds de la Chambre d'agriculture pour qu'elle remplisse ce rôle d'assistance technique qui fait défaut. Et donc, si on arrive à permettre aux petits agriculteurs d'accéder aux fonds européens, on accompagnera leur équipement, parce qu'ils ont des problématiques d'équipement, mais tout ça fonctionnera si on règle le problème de l'irrigation, parce qu'il n'y a pas d'eau, et pas seulement, et pour toutes les cultures. Et puis, il y a beaucoup de terres enclavées. Il faut là aussi avoir une vraie vision sur le désenclavement des terres agricoles. Gabriel Jean-Marie voulait réagir ou intervenir. Ouais, on va donner la parole ensuite à Raph Monplaisir et monsieur Bonnol rapidement. Oui, parce que j'ai entendu M. Bonnol dire une chose, la CTM doit investir massivement. C'est-à-dire, on attend encore des aides publiques, de l'argent public, de l'argent public. Bon, mais oui. Ton rôle, M. Jean-Marie, je le répète, j'aurais préféré qu'on ait versé 3 millions pour les agriculteurs plutôt qu'une compagnie aérienne qui compteur, hein. Oui, oui, c'est arrêté. Ne vous inquiétez pas. Je répète, c'est une vérité, oui. Ça. Alors, Gabriel Jean-Marie réagit donc à ce propos. Monsieur Bonnol a bien dit, donc il faut des aides massives, c'est-à-dire de l'argent public à nouveau. Bien. Et puis il y a l'intervention de Monsieur Joc, puisqu'on est dans un débat, on échange sur la meilleure accession des petits agriculteurs au POSEI et aux aides européennes. Ah ben tiens, il y aura quelqu'un qui aurait dû être autour de cette table qui s'appelle Monsieur Max Dubois, qui en a parlé. Et puis il y a un homme du Nord qui s'appelle Juvénal Rémire, qui parle souvent des gros mordants. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait une manifestation de petits agriculteurs qui se retrouvaient étranglés et qui allaient manifester auprès des gros possédants, riches béquets, gros propriétaires terriens, qui accaparent et qui répartissent les aides. Donc, Monsieur Joc, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que vous et moi, on va se comprendre, parce qu'on est dans les chiffres. D'accord? Et vous ne pouvez pas, vous, l'expert comptable, ignorer la vie de ce pays et comment les choses se passent. Alors, il faut aider les petits agriculteurs. Ben, il faudra surtout affronter les gros possédants ici, ceux qui contrôlent et qui accaparent et qui distribuent les aides. Raph Monplaisir, l'agriculture, comment vous la voyez avec votre liste? Je vais vous dire, j'ai mes enfants qui avaient, il y a de cela 10 ans, une vingtaine d'années, des copains de leur âge étaient chez moi, je leur ai fait goûter un migan, ils n'avaient jamais goûté ça. Ils savaient pas ce que c'était qu'une pomme cannelle. Et je m'évertue, je le répète à chaque fois. Donc aujourd'hui, j'entends tout ce que je dis depuis des jours. Je suis heureux parce que ça a peut-être porté des fruits. Parce que, en réalité, il faut que les gens réapprennent à manger. Et je le dis depuis longtemps. Le produit local. Vous avez des fruits importés toute l'année. Il faut augmenter l'octroi de mer sur ces fruits-là, de façon à avoir une ressource pour aider ceux qui sont produits localement. Parce qu'aujourd'hui, les produits locaux arrivent à des prix qui
qui ne motive pas les parents à acheter pour que les enfants goûtent. Et je vais vous dire, si c'était ça, moi, quand j'étais gamin, il y avait une saison pour les poires, mais quand il n'y avait pas de poires, je mangeais la pomme cannelle ou la prune de citer. Aujourd'hui, il y a des poires toute l'année. Elles n'ont pas de goût, mais elles sont là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Personne n'achète plus ces choses-là. Alors, il faut effectivement permettre ces cultures-là. Il faut mettre des terres à disposition pour que ça soit fait aussi. Parce que vous avez des tas de jeunes agriculteurs qui viennent me voir et qui cherchent des endroits où ils peuvent s'installer pour cultiver. Donc, il faut revoir ça. Et puis, la banane et la canne, il faut qu'elles durent, parce que ce sont deux cultures solides pour notre territoire. On ne peut pas se permettre de laisser s'échapper ces choses-là. Il faut les garder. Et je reviens à ce que je dis. J'ai entendu autour de moi tout le monde dire beaucoup de choses qui sont vraies, mais je reviens à la base. Ce n'est pas tout de dire je vais faire. Il faut savoir qu'on va le faire. Et Ralph Monplaisir, tout ce qu'il dit qu'il va faire, il va le faire. Avant de passer à la pêche, je vous propose d'abord d'écouter un agriculteur biologique. Il s'appelle Alexandre Terne. Il est secrétaire général du groupement des agriculteurs bio de Martinique. Et lui déplore le fait que les aides destinées aux petits exploitants diminuent drastiquement. C'est pas normal que nous n'avons pas une agriculture qui nourrit donc la population martiniquaise. Si nous poursuivons ce même schéma, une agriculture toujours avec des pesticides, alors que la population demande une agriculture propre, saine, donc pourquoi pas maintenant inverser le schéma et proposons un plan quinquennal avec des objectifs clairs, financés par les deniers martiniquais. La banane est au top niveau parce que la banane a été accompagnée. Eh bien, accompagnons le manger pays. Les dossiers qui passent au niveau des aides européennes, vous allez voir très peu la petite paysannerie, vous allez voir toutes les grandes filières, la banane, canne, sucre, tout ça. Donc, il faut changer ça, leur donner donc la possibilité de préfinancer. C'est ça le problème. Daniel, Monsieur Citer, oui, vous qui êtes agriculteur, alors vous avez entendu accompagner financièrement les petits exploitants, mettre en place même un plan quinquennal avec des objectifs clairs. C'est ce que souhaiterait Alexandre Terne. Qu'en pensez-vous? Agriculteur et candidat sur la liste Martinique d'Ubud. Merci Bertrand. C'est vrai que ce qu'il dit, ils doivent être aidés par la CTM, mais aussi par les fonds européens, je pense. J'ai entendu dire tout à l'heure là par monsieur Philippe Joc, c'est bien ça? Oui, oui. Sur les financements. Vous savez, la banane, la canne, ce sont deux secteurs piliers de l'agriculture martiniquaise. Tout le monde a le regard, les yeux fixés dessus parce que au niveau aide, on dit qu'on bouffe 80% des aides. Mais n'oublions pas. Vous dites tout parce que vous-même vous produisez de la banane, peut-être, c'est ça? Non, vous êtes un producteur. Je suis un producteur de banane. N'oublions pas une chose, c'est que nous ne détournons pas le marché français. Nous faisons pas les prix là-bas. On vend de la banane 3 mois bien sur l'année. Et le reste de l'année, c'est en chute libre. C'est la galère après pour survivre. Pourquoi ne pas penser à diversifier alors, dans ce cas-là? Écoutez, diversifier. Tout le monde diversifie, hein. On diversifie, on fait de la banane plantain, on fait des choux de Chine sur les terres et nos chlordéconés. Et tout le monde essaie de faire quelque chose d'autre à côté, mais ça reste difficile. Et je rejoins ce monsieur qui parle, qui dit qu'il faut être, qu'il faut qu'on les aide sur. Faut soutenir. Faut les soutenir. Je suis parfaitement d'accord pour la diversification. Plus de moyens. C'est normal. C'est normal. Il faut répartir plus équitablement pour que la diversification retrouve sa place. Qu'elle soit maraîchère, qu'elle soit en élevage, il faut que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde puisse connaître le même essor qu'a connu la banane. Donc c'est pas une opposition de l'un face à l'autre. C'est simplement de la complémentarité et un besoin d'accompagnement des barrages. Voilà, c'est Philippe Joc qui parle que les Martiniquais mangent des produits locaux. Les mangos tombent des arbres, les fruits après tombent des arbres. Personne les ramasse les mangos ni.
Donc il faut la première pierre de l'agriculture qu'on a posée, c'est la consommation des Martiniquais. C'est chaque Martiniquais qui doit faire l'effort d'aller vers le producteur à côté de chez lui manger des produits locaux. Sinon, on n'y arrivera jamais. On peut mettre le nombre d'aides qu'on veut de POSEI, d'Europe, de tout ce que vous voulez, on n'y arrivera pas. Il faut réapprendre à manger nos produits. Mais monsieur, mais pourquoi les Martiniquais ne mangent pas les produits locaux? Posons-nous la question pourquoi. Est-ce que c'est une volonté de la France que nous ne bouffons pas notre propre produit? Moi, je ne vais pas entrer dedans. Mais on regarde bien. Non, c'est de la facilité. Il faudrait aujourd'hui qu'on se pose les bonnes questions. Mais les bonnes questions, c'est qu'on est devenu fainéant. Il est plus facile de cuire 1 kilo de pâtes que d'aller éplucher un Chine. Mais bien sûr que oui. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors, Jean-François Bonnol, parce que je crois qu'on va passer à l'autre thème. Pour permettre aux Martiniquais de découvrir et de consommer local, la ville de Rivière-Pilote organise un festival de la production locale ce week-end. Tout ça qui est vini, ça y est, fait Martiniquais, vini, parce que notre problème, c'est ça. Notre problème, c'est une question d'exposition de marché et de valorisation de nos produits. Non. Vous comprenez, un enfant, mais à l'école aujourd'hui, un enfant, dans sa, c'est-à-dire son raisonnement logique, il ne peut jamais du bail d'Achine d'abord. Mais c'est la fête aux parents. C'est une éducation qu'il faut, ça c'est une politique qu'il faut mener. Nous disons tout simplement, et je veux répondre à ça. Oui, il faut accompagner les agriculteurs, il faut aussi organiser l'administration. Quand vous avez la Chambre d'un côté, la DART de l'autre, la CTM de l'autre, il y a plusieurs partenaires. Je pense qu'il y a nécessité de créer un guichet unique, faire un pôle interservice où un agriculteur doit gagner du temps pour être sous son champ, pas dans les paperasseries administratives. Il y a des jeunes dans ce pays qui ont des compétences, qui sont diplômés. Il faut conventionner les structures qui méritent d'être conventionnées pour qu'ils soient à disposition des agriculteurs pour produire, pour travailler. L'argent existe, il faut l'orienter vers les agriculteurs pour la production locale. Encore quelques phrases, Philippe Jean. Il ne faut pas négliger la co-transformation. Moi, j'ai l'exemple d'un agriculteur qui plante des Christophines sur les flancs de la montagne Pelée et qui aujourd'hui, faute de transformation, jette le tiers de sa production. Donc il y a de vraies réflexions à avoir. Il ne faut pas s'arrêter simplement à la production. Il faut aussi voir les débouchés. Je rejoins Guy Ferdinand sur la nécessité d'avoir une gastronomie martiniquaise qui utilise ses produits et qui soit reconnue. Mais il faut aussi penser à ces outils d'agro-transformation. Et nous avons à Déclic une proposition qui serait d'avoir des ateliers mutualisés à disposition des agriculteurs et des marins-pêcheurs, parce qu'on peut, dans les mêmes ateliers... On va y revenir dans un instant, il faut qu'on... Mais je parle d'agriculture, des ateliers de transformation qui peuvent permettre de compléter le revenu et surtout de l'améliorer. Il faut que l'agriculteur conserve le plus de valeur ajoutée possible, le plus de valeur possible. Daniel Citer, pour terminer. Ce que je voulais dire, c'est que oui, avant la pêche, on demande de produire, mais quand il y a forte production et qu'on n'arrive pas à écouler, il faut bien le mettre en œuvre. Il faut bien parler de transformation. Et on se rejoint sur ce point-là. Et ce n'est pas uniquement dans l'agriculture, c'est aussi au niveau de la pêche. C'est bien la réponse que nous portons sur la structuration du marché. Si vous structurez un marché, vous allez transformer le produit pour pouvoir le livrer. Vous organisez la réponse, vous organisez le marché. Et c'est ce que nous proposons de faire. Excusez-moi, nous avons tous le même temps de parole. Non, mais on s'arrête parce que là, c'est la transition est trouvée. La transition est trichée, nous allons passer à la pêche. Chaque fois, on nous parle, il n'y a pas la parole, mais fait qu'on y aussi, hein, parce qu'on pas plus qu'on va. Comme vous aviez beaucoup d'avance, les réponses sont là, mes chers amis, nous avons, moi, non, si je dois parler, chaque des sujets qui est là, j'en ai pour une heure. Bien sûr. Alors, on va vous donner les temps de parole. Mais non, ils ne vont pas d'accord. On vous donne les temps de parole. Bonnol, c'est mon copain, mais il pas plus couillon passer Bonnol. Alors, attendez, Jean-François Bonnol, 8 minutes. Je vous le donne. Alors, attendez, monsieur, mon plaisir. Mais je ne peux pas en politesse. Vous avez ça, mon parler fort. Alors, quand même, messieurs, soyons sérieux, j'ai votre temps. Vous pouvez écouter. Vous avez. C'est pour ça qu'on vous donne le temps. De différence avec le temps de parole de monsieur Bonnol. Vous êtes à 8,26. Et lui à 8,47. Voilà. Eh bien, regardez-moi. Alors, voyez. Peut-être. Donc, vous avez beaucoup parlé au début. Vous avez beaucoup parlé au début. Nous passons à la pêche. Mais non. Élection à la CTM. Le débat. Et la suite de notre débat consacré au développement économique, comme prévu, nous passons à la pêche. Dans ce secteur aussi, l'activité et les effectifs ont fortement diminué, en cause, entre autres, mais pas seulement, la contamination du littoral à la chlordécone. Les marins-pêcheurs, bien sûr, sont contraints de se rendre au large, mais ils subissent aussi la concurrence des gros chalutiers. La priorité pour eux, moderniser leurs embarcations. Je vous propose d'écouter Michel Moreau, qui est vice-président du collectif Pêche Martinique. La pêche industrielle qui bouffe la pêche artisanale, il faut quand même
limiter tout ça, il y a les moyens, puisque les gouvernements donnent de l'argent, par exemple, les tonniers, ils les financent pratiquement à 100%, ils mettent des DCP dérivants. Chaque bateau, il dépose 350 DCP. Et ce sont des bateaux qui font 2,5 millions, 3 millions d'euros. Campagne de DCP autour de la Caraïbe, on sera appauvri très bientôt. Il faut faire l'évolution des bateaux parce que 33% de nos côtes sont chlordéconnées. Le gouvernement français, l'Europe demande aux pêcheurs artisanaux d'aller pêcher plus loin, de laisser la côte tranquille. Il faut quand même revoir le mode économique des marins pêcheurs et donner les moyens. Alors, il y a une semaine, lors de la dernière plénière, une enveloppe de 700 000 euros a été votée à l'unanimité pour le financement de bateaux de 10 mètres. Alors, que prévoyez-vous d'autre pour la pêche lors de cette prochaine mandature? On va commencer avec vous, Monsieur Citer, puisque c'est vous qui avez le temps de parole le moins important. Je crois qu'il faut conserver la pêche artisanale parce que ça représente l'identité martiniquaise. Même si nos côtes sont chlordéconnées, mais gardons cet aspect de cette pêche et permettre que aussi que nous puissions peut-être, est-ce que je pourrais dire de leur donner des bateaux de 10 mètres pour aller beaucoup plus loin, mais comme il vient de dire, ça ira très vite, hein, si nous allons vers la pêche au large, nos eaux seront très vite saturées. Et la ressource va manquer. Guy Ferdinand. Où est passé notre projet d'aquaculture qu'on avait depuis 15 ans initié? Je me souviens de l'aventure avec ça, c'est la casse-pilote d'ailleurs. Je me souviens de ça. C'est passé. Il y en avait aussi au Carbet, l'aquaculture. Il y en avait au Carbet, mais ça a disparu puisqu'on n'a plus d'écloserie. C'est exactement à l'image de la CTM. On a fait quelque chose qui avait une bonne foi à l'époque, et puis on l'a laissé tomber. On a laissé tomber la filière. La ressource s'appauvrit. De toutes les manières, elle va continuer à s'appauvrir. Ce n'est pas en changeant le mode de pêche, le bateau de pêche qu'on va refaire revenir le poisson. On continue, donc on entretient la pêche artisanale. Chaque fois qu'on donne un coup de seine, on enlève de l'eau les petits poissons. Chaque fois. Donc il faut là aussi faire un choix. Il faut que les Martiniquais fassent un choix. Donc est-ce que je saigne une fois par jour, 3 fois par jour, une fois par mois, même si ce sont des traditions locales. On avait l'habitude de manger les oursins toute l'année. Maintenant, on en mange 15 jours dans l'année. Il y a un monsieur à Saint-Luce que nous avons rencontré qui a un diplôme d'éleveur de lambi. Donc on peut faire de l'élevage de lambi. On l'a jamais, il a envoyé des dossiers à la CTM, il n'a jamais eu de réponse. La solution aujourd'hui des marins pêcheurs, il faut la prévoir. Chaque fois qu'on a une saison touristique à plus 40, qu'est-ce que mangent les poissons? Les touristes mangent des balaos, du thon frais et du poisson frais. Il faut conclure. Ils sont venus pour ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on avait engrangé un certain nombre de solutions, mais on n'a pas été au bout. Donc c'est toujours pareil, on a attaqué les chantiers, on va pas au bout. La solution aujourd'hui, c'est une partie d'élevage. Le seul élevage d'écrevisses qu'on a au Carbet est menacé aujourd'hui par la diale parce qu'on l'a trouvé invasive. Et je n'ai entendu aucun politique en place. Donc j'ai hâte d'être à la CTM parce que nous, on va sauver M. Mangatal. Mais c'est pas croyable de voir des trucs comme ça. Emmanuel de Rênal. Oui, l'agriculture, il y a 2 grands problèmes que nous avons identifiés chez Renaissance Martinique. D'abord, le nombre de poissons de nos côtes a été divisé par 2 en 25 ans. Donc il y a un souci de ressources claires, ce qui justifie d'ailleurs que la pêche se fasse le plus loin de nos côtes, notamment pour laisser le temps aux poissons de se reconstituer. Et comme disait Monsieur Ferdinand, quand on pêche en pêche artisanale sur nos côtes, on pêche des poissons de plus en plus petits et on ne laisse pas la ressource se régénérer. Donc ça, c'est un premier souci. Et le deuxième souci, c'est le vieillissement des marins pêcheurs. Donc on a d'un côté une ressource qui est compliquée, de l'autre des marins pêcheurs qui vieillissent et donc qui se recentrent sur des modes de pêche qui finalement accélèrent l'appauvrissement de la ressource. Et donc il faut régler cette double équation. Alors comment nous on va le faire? Nous on est chez Renaissance Martinique, on est bien évidemment très motivé par la relance de l'aquaculture. C'est un vrai sujet qu'a évoqué Monsieur Ferdinand. Il faut absolument que la Martinique dispose de bassins d'aquaculture pour assurer. Mais ils se font poissons dans leur cage. C'est pareil. Oui, alors, absolument. Et en prenant les dispositions pour éviter les vols, etc. Et le deuxième travail sur lequel nous on veut travailler, c'est un travail de formation.
Il y a des métiers de marins-pêcheurs aussi qui doivent être complètement remis à niveau. Et pour cela, et de manière plus globale, nous chez Renaissance Martinique, nous défendons l'idée d'une université du vivant qui en réalité s'appuiera sur nos ressources de biodiversité pour devenir, par ce travail universitaire, experts de la biodiversité tropicale. Et nous travaillerons sur à la fois des formations sur les métiers de la pêche, mais également sur les métiers de l'agriculture, avec des agropoles qui seraient greffés à cette université. Gabriel Jean-Marie, alors il faudra que vous répondiez tous en 1 minute 30 maximum, il nous reste même pas 5 minutes d'émission. Est-ce que pour vous, l'aquaculture, c'est une solution qu'il faut envisager pour relancer la pêche chez nous? Non, je n'irai pas sur ce terrain-là. Je voulais parler des pêcheurs qui sont victimes de la chlordécone, cette grosse bêtise, puisque c'était la réponse d'une personne impliquée à la commission. Les pêcheurs, c'est de la pêche artisanale. Bon, et là encore, je reviens à ce que je dis depuis longtemps. La Martinique finlandais, il n'y a pas de notre Martinique. Il n'y a pas de Martinique unie homogène. Il y a les petits pêcheurs, effectivement, qu'on dit maman qu'a dit, toujours mancher 11 pour faire la douzaine, hein? Et puis, il y a effectivement ces sociétés qui bénéficient d'aide pour piller les fonds et qui laissent les petits. J'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, une manifestation de pêcheurs à qui on interdisait d'aller plus au large pêcher. Bien. Je voudrais dire à Monsieur Ferdinand qu'on n'a pas laissé tomber la production de tel. Monsieur Ferdinand, quand on crée une entreprise, il faut qu'elle soit rentable, il faut qu'il carapote. Là, il pas carapoter, il a coulé. C'est comme ça qu'a marché. Voilà. Sauf si la CTM décide de construire et de tout gérer. On peut revoir les choses aussi comme ça. Voilà. Donc, il faut qu'on sache comment ça marche. Il faudra conclure aussi. Ça marche comme ça. Jean-François Bonnol. Je veux simplement dire, là aussi, c'est un exemple de notre incapacité à nous projeter sur l'avenir. L'équipe Ensemble pour Pays Nous est au cœur de la réalité. Parce qu'elle constate en effet, il faut soutenir la pêcherie artisanale. Il faut l'accompagner. Il faut la financer. Il faut la structurer. Il faut lui garantir des espaces de travail corrects. Des espaces de transformation aussi. Aller pour mettre à disposition des consommateurs des produits semi-finis, des produits préparés, de manière à élargir le marché. On ne développe pas sans marché. Donc au niveau local, on peut le faire. C'est de la compétence de la collectivité territoriale, il faut le faire. Développer les espaces pour améliorer les conditions de travail. Mais aussi, allons pas cacher cette réalité, il faudra aussi soutenir une pêcherie quasi-industrielle parce que le marché existe. Comment vous expliquer que des sociétés extérieures viennent livrer à la Martinique et qu'on ne puisse pas accompagner des opérateurs martiniquais? Essayons de prendre possession de notre marché. Pour s'exprimer. Ok. Alors, Philippe Joc. La pêche, c'est un sujet d'importance. Le marché existe puisqu'on consomme 14 000 tonnes de poissons en Martinique et on en pêche 1000 tonnes à peu près. Donc, c'est dire qu'il y a matière à alimenter l'activité de marin-pêcheur. Le marin-pêcheur qui nous écoute aujourd'hui se dit, personne n'a parlé de mes difficultés à payer mon rôle, personne n'a parlé de mes difficultés d'accès aux aides européennes parce que je ne suis pas à jour de mes obligations fiscales et sociales. Et je crois qu'il faut commencer par ça. Si on veut que nos marin-pêcheurs bénéficient des 700 000 euros qui ont été votés la semaine dernière, il faut qu'on commence par imaginer des solutions innovantes pour qu'ils puissent accéder aux aides. On pourrait tout à fait donner à ces marins-pêcheurs un fonds de secours exceptionnel pour les aider à payer leur rôle et payer les cotisations pour accéder à ces fameuses sommes. Parce qu'on va continuer à nous dire on vous aide, mais vous n'avez pas accès parce que vous n'êtes pas à jour. Et donc je crois que l'importance sur les marins-pêcheurs qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de leur dire nous allons à des clics faire en sorte que vous puissiez accéder aux aides vous permettant d'améliorer vos conditions de travail et nous allons mettre en place des unités de transformation vous permettant de garder plus de valeur et plus de richesse. Voilà, et donc c'est au tour de Ralph Monplaisir de conclure sur ce sujet concernant la pêche en Martinique. Il faut aider les jeunes agriculteurs comme les jeunes pêcheurs. La CTM, si j'y suis, pendant 3 ans, comme pour le reste, va accompagner ceux qui veulent se lancer. Parce que vous avez des jeunes patrons pêcheurs qui n'arrivent pas à se lancer parce que les charges sociales, les rôles qu'ils doivent payer, leur empêchent de se mettre en route. Donc,
si je suis élu, mon équipe et moi, nous nous assurons de les aider. Ensuite, il faut se souvenir que nous avons des zones de réserve. C'est là que naissent et grandissent excusez-moi, Monsieur Ferdinand. C'est là que naissent et grandissent les futurs poissons à pêcher. Donc il faut savoir protéger nos réserves, que les gens n'y aillent pas. Ensuite, vous avez l'élevage, il faut le relancer. Parce que c'est vrai. Et alors, là, je vais faire une petite interruption. Oui, il y a des voleurs, mais on vole des huîtres aussi en France. Donc, il faut simplement organiser les choses pour qu'on les vole pas. Puis je crois que tout le monde a dit ce qu'il faut faire. Il faut effectivement mettre de la transformation, c'est normal. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il faut d'abord commencer par penser aux jeunes pêcheurs, aux jeunes agriculteurs qui n'a pas démarré, qu'on lui met la tête sous l'eau. Il faut l'aider à exister. Oui, je me tais. Monsieur Bonhomme, non, vous ne taisez pas, c'est terminé. J'ai pas voulu être poli vis-à-vis de toi, tu me connais assez. C'est la fin du débat. Sans arrière-pensée. Merci à vous tous pour votre participation. Merci aux techniciens Rodrigue et Paul-Éric qui ont assuré le bon déroulement technique de cette émission. C'est la fin de ce débat. Et à Michel Joseph aussi, qui a assuré pour nous le chronomètre. Et on se retrouve lundi prochain pour de nouveaux débats. La semaine prochaine, nous parlerons d'insertion et de politique sociale. Excellente soirée sur La Première.